J'appelle sur scène Véronique Favier et Francis Rossignol pour l'avancement et le déploiement des ELF. Mais il faut les remplir avec des ingénieurs. Hein, ça marche pas? Je répète, c'est bon? Ouais, je disais donc qu'on ouvre les usines, c'est parfait, mais il faut les remplir avec des ingénieurs compétents. Et le programme ELF, et vous le savez, ça, on a voulu faire un zoom là-dessus. Alors, on ne va pas trop vous parler d'argent parce que vous êtes un peu fâchés avec l'argent. Alors, on va juste dire deux mots, mais on va surtout vous dire ce qu'on a fait de l'argent, à quoi ça sert. Et moi, je reprendrai la main pour vous donner ma vision sur les ELF, l'impact sur les sujets attractivité, tout ça qui me semble essentiel. Mais je vais passer la main à Véronique Favier qui pilote ça très bien à l'école et qui nous en dira beaucoup plus. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Stéphane de m'avoir invité à intervenir pour faire un point sur ce programme Evolutive Learning Factory. Donc, j'étais venue en 2023 deux fois. Et donc, effectivement, ça fait 2 ans maintenant. Donc, je pense qu'il est temps de vous montrer un peu où on en est. Et il y aura Clément aussi qui témoignera en tant qu'étudiant aux arts et métiers là-dessus. Alors, par contre, dites-moi ce qu'il faut que je fasse là. Bouton vert, d'accord, merci. Alors, je vais quand même vous rappeler quels sont les objectifs de ce programme qui, bien sûr, se place dans le contexte, et ça a été rappelé par tout ce qui a été fait autour de la journée des usines ouvertes. Et franchement, c'est une très, très belle opération, un très beau succès. Et merci beaucoup à tous les acteurs des anciens élèves d'avoir œuvré pour ça. Donc le contexte, c'est la réindustrialisation, c'est la souveraineté, avec des enjeux qui sont encore plus criants qu'il y a 2 ans. Donc voilà, il faut y aller, il faut avancer, accompagner les transformations de l'industrie. Donc on se place dans ce contexte-là. Et donc les objectifs, il y en a en gros 4. Le premier objectif, c'est vraiment de moderniser nos plateformes technologiques sur lesquelles on forme nos étudiants par la pratique. Vous savez tous qu'on a, ceux qui ont déjà vu les campus, on avait et on a encore des machines qui datent de plus de 30 ans. Donc il était important d'avoir un programme d'accélération pour remettre au goût du jour ces machines, mais également d'y intégrer des nouvelles technologies qui sont représentatives des transformations que connaît l'industrie aujourd'hui, transformation digitale, transformation énergétique, transformation environnementale. Donc on se place dans ce cadre-là, modernisation, mais on voulait profiter de cette modernisation pour également réorganiser nos plateformes technologiques en une learning factory, une usine-école, parce que nos étudiants, alors on est content, ils sont arrivés aux arts et métiers, mais quand ils arrivent, suite aux classes préparatoires, ils ne connaissent pas les métiers de l'industrie. Et c'était important aussi de les immerger dans quelque chose qui représente une usine. Et quand ils font une activité pédagogique, ils la placent dans les métiers de l'industrie. Donc voilà, c'est aussi l'objectif de ça. Cette réorganisation en usine-école, elle doit nous permettre aussi, et c'est le deuxième objectif, de décloisonner les activités pédagogiques et de mettre en place ce qu'on appelle des mises en situation d'apprentissage, d'évaluation aussi, qui soient représentatives des réalités industrielles. Et ça, vraiment pour développer les compétences de nos étudiants. Le troisième objectif de cette réorganisation en Learning Factory, c'est que nos étudiants soient aussi immergés naturellement dans de l'innovation. Donc on veut y mettre des dernières innovations dans cette évolutive, c'est le mot évolutive Learning Factory, qui sont issues de nos résultats de nos laboratoires de recherche et de nos partenaires industriels pour que nos étudiants acquièrent, soient baignés dans une culture de l'innovation, parce qu'on est convaincus que ce qu'on appelle, ce que Alain Charmeau et Jean-Guy Queromès aiment bien appeler la renaissance industrielle, eh bien, elle passe par l'innovation. Et bien sûr, c'est un changement quand même assez profond.
Donc, comme dans toute conduite du changement, il faut aussi accompagner les personnels et accompagner les personnels de l'école dans leur montée en compétences. Donc, c'est le 4e objectif. Alors, donc, les Evolutive Learning Factory, elles s'appuient sur ce qui existe, elles s'appuient sur les expertises d'arts et métiers, de nos laboratoires de recherche qui travaillent quotidiennement avec le monde industriel. Ces expertises, elles sont, comme depuis 250 ans, le génie mécanique, le génie industriel, le génie énergétique aussi. Et les expertises, en fait, couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Et c'est ça aussi qui va nous aider à construire donc, nos Evolutive Learning Factory. Alors, je vous avais montré en 2023 une Evolutive Learning Factory cible qu'on souhaiterait qu'il y ait donc, dans tous nos campus avec cette organisation en usine-école. Donc, vous voyez en violet une chaîne de conception, en orange la chaîne de production avec en petit tiré la chaîne d'approvisionnement. Donc, voilà cette structuration en usine avec, je ne vais pas tout détailler le transparent parce que je vous l'avais déjà montré, mais avec des systèmes industriels à l'échelle 1. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la spécificité de l'école dans le paysage académique. Donc, la première phase, bien sûr, ça a été cette modernisation, donc beaucoup d'investissements. Chaque campus s'est approprié ce cahier des charges national Evolutive Learning Factory, l'a décliné en son ambition propre, a fait remonter des besoins en investissement qu'on a regroupés au sein d'un plan pluriannuel d'investissement. Ah oui, je l'ai. Et donc là, vous voyez qu'il y a différents thèmes d'investissement qui ont été proposés, qu'on a regroupés en 3 grands axes. Le premier axe de la révolution numérique et technologique de l'industrie, donc qui est axé sur la transformation digitale de l'industrie. Le deuxième axe autour de l'éco-responsabilité et le leadership en durabilité, donc axé sur la transformation à la fois énergétique et aussi environnementale des industries. Et puis un troisième axe autour de l'ingénierie collaborative. Donc, il y a des sous-thèmes à ces 3 grands axes. Là, je voulais vous montrer les investissements qu'on a réalisés, qu'on a actés en 2024 dans les différents axes et en 2025. Et donc, vous voyez qu'au début, on était quand même très axé sur le cœur de métier d'arts et métiers, ce qui est normal, autour de la révolution numérique et technologique, mais qu'on a maintenant beaucoup de projets d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qui sont dans les axes 2 et 3. Et ces financements-là, donc à la hauteur totale de à peu près 7 millions, plus de 7 millions d'euros, finalement, ils sont financés comment? Donc, il y a une part qui vient de la levée de fonds de mécénat, et j'en profite pour remercier tous les donateurs et les donatrices que vous êtes pour le soutien à ce projet, et cette levée de fonds première, elle est indispensable pour obtenir d'autres fonds des pouvoirs publics au travers d'appels à projets, et typiquement comme France 2030. Donc voilà, donc ça c'est très important de savoir que sans cette première levée de fonds, on ne peut pas aller chercher d'autres financements, puisque les pouvoirs publics financent très rarement, à part les ANR, des projets à 100%. Donc il faut poursuivre, voilà, c'est quelque chose qu'on a démarré, mais bien sûr, il y a beaucoup d'investissements qui sont en cours. Donc actuellement, dans tous les projets qui ont été déposés, il y en a donc qui ont été acquis et qui sont déjà en déploiement, il y en a qui sont en cours d'achat et il y en a qui sont en cours d'installation, et puis il y a les futurs qui vont arriver. Donc la deuxième phase, c'est le déploiement en pédagogie. Et donc pour illustrer ça, je voudrais vous montrer qu'en fait, il y a 3 niveaux un peu dans le déploiement. Donc, on a le premier niveau qui va concerner un projet d'étudiants. Donc, en gros, c'est sur un campus, 4-5 étudiants qui vont travailler sur un projet qui permet de développer les élèves, de mettre en place des choses. Et là, je vous donne un exemple donc, de la cellule usinage donc, du campus d'Angers, qui a fait le choix d'avoir une ELF tournée vers une industrie 4.0 et durable.
Et donc, avec la société INUS, et le mieux... Alors là, ça va partir tout seul. Voilà, c'est fait. Le projet INUS for Health est un projet de développement de l'ELF du campus d'Angers avec un financement de la Fondation. Ce projet porte sur la captation, le stockage et le traitement des données pour mettre en place des indices de performance pour le pilotage d'un process de fabrication ou pour mettre en place un modèle prédictif de ce process. C'est une première brique pour la mise en place d'un jumeau numérique. Ce projet est focalisé sur la cellule fabrication de l'ELF, mais cette démarche et les compétences acquises peuvent très facilement s'appliquer à de nombreuses cellules de l'usine-école. Chaque machine ou système peut faire l'objet de captation de données pour un traitement afin d'obtenir des informations pertinentes de pilotage ou de prédiction pour améliorer la maintenance des équipements par exemple. La chaîne de traitement comporte plusieurs étapes. L'acquisition des données à l'aide de capteurs additionnels, en récupérant directement les données dans la commande numérique de la machine ou par un capteur interne à la machine. Un PC industriel récupère les données, il peut les pré-traiter, échantillonner, filtrer et les conditionner pour les envoyer à un serveur via un protocole MQTT. Le serveur permet de stocker les données, permet d'effectuer un traitement poussé des données notamment en utilisant des outils de machine learning et de réaliser des graphiques, tableaux, courbes sous forme de dashboard de visualisation pour différents supports, écrans, ordinateurs, smartphones. La machine test est un centre d'usinage 3 axes de chez Somab avec une CN Fanuc. Des capteurs ont été ajoutés, notamment un accéléromètre collé sur la broche d'usinage de la machine. Dans l'armoire électrique, il a été rajouté un capteur pour la mesure de la puissance consommée, qui permet aussi de récupérer la mesure de vibration de broche par une liaison Modbus. Un switch a aussi été ajouté pour mettre en place un réseau interne à la machine, ainsi qu'un PC industriel pour la récupération des données. Il est relié au réseau interne et au VLAN IoT externe qui va permettre la remontée des données au cloud. L'étape suivante est le stockage des données dans le cloud par un serveur, où l'on peut stocker, visualiser et récupérer les données brutes. Les données peuvent aussi être traitées par outil de machine learning pour mettre en place un modèle prédictif de défaut, pour la prévision de maintenance, ou pour calculer des indices de pilotage. Les données et informations calculées sont affichées directement en ligne à l'aide de graphiques et panneaux de visualisation. Voici l'exemple pour une opération de surfaçage en spirale d'une pièce en acier. Lors de cette opération, des données sont collectées et peuvent être exploitées. La plateforme cloud permet d'accéder en ligne aux données à partir d'un simple navigateur Internet. Ici, nous choisissons la machine Somab pour accéder à ces données. Les données sont stockées et visibles sous la forme de graphiques temporels. Il est aussi possible de les exporter sur un tableur pour un traitement externe. Nous pouvons afficher les consommations énergétiques de la machine sur une période donnée, les dernières heures, derniers jours, les dernières semaines par exemple. Ici, nous voyons les données liées à la vitesse et à la position d'usinage de l'outil en fonction du temps. Ces données peuvent être exploitées et visualisées graphiquement pour retracer le parcours réel de l'outil en cours d'usinage, avec l'évolution de la vitesse sur chaque axe. Donc, le deuxième niveau, c'est quand l'ELF est utilisé dans le cadre de travaux pratiques plus classiques de la maquette pédagogique. Et vous avez l'exemple ici du campus d'Aix-en-Provence, de la cellule de fonderie, qui existe en physique, mais qui a également son jumeau numérique, qui a été réalisé dans le cadre d'un projet France 2030 qui s'appelle GENI, jumeau d'enseignement numérique immersif et interactif. Donc, dans ce cadre-là, l'idée de départ pour les étudiants, c'est de faire un travaux pratiques, j'allais dire assez classiques autour de la fonderie, avec tout d'abord la conception du moule, qui est fait donc d'un côté, et ensuite, donc c'est de la fonderie basse pression rapide, et les moules sont faits en impression 3D à partir de résine et de sable. Donc ensuite, une fois que la CAO est faite, on rentre la CAO dans l'imprimante 3D. Donc le moule est réalisé, et ensuite les étudiants vont faire la coulée et ensuite contrôler la pièce qu'ils obtiennent. Eh bien, on a rajouté dans ces TP-là une partie où les étudiants, en amont, sont immergés dans le jumeau numérique de cette fonderie, enfin de tout le processus. Il y a l'impression 3D et la fonderie. Donc là aussi, puisque c'est la mode des vidéos, j'ai vu qu'Aurélien, il avait mis plein de vidéos. Donc voilà, le mieux c'est une petite vidéo. Donc là, vous imaginez l'étudiant avec son casque et ses manettes. Et donc, il va donc... ah non, zut.
Alors là, je reviens. Ouais, c'est bon, merci. Donc là, il est guidé. Il est guidé, vous voyez, par une montre qui sort une petite tablette. Il va faire les différentes étapes. Et tout d'abord, il va faire le moule par impression 3D. Donc, il va mettre ses équipements de sécurité. Donc, évidemment, tout ça, c'est une vidéo. Donc, c'est beaucoup plus rapide qu'en réalité. Ce qui intéresse beaucoup les étudiants, c'est qu'ils regardent le fonctionnement de l'imprimante 3D. Par rapport au réel, ils ne peuvent pas aller voir comment ça se passe en réalité. Ils restent derrière la vitre. Là, ils peuvent aller arrêter à tout moment l'impression 3D et mieux comprendre les phénomènes. Mais ils peuvent aussi accélérer le temps. Parce que dans la réalité, il faut une journée pour faire les différentes pièces. Donc, dans le cadre d'un TP, c'est impossible. Et là, d'être immergé dans le jumeau numérique, ça leur permet de voir tout le processus en 1 heure. Ils ont couvert tout le processus. Donc, une fois qu'ils ont réalisé les différentes pièces, donc ils vont procéder au nettoyage des différents composants du moule. Ils vont ensuite assembler le moule. Donc, vous allez voir ces différentes étapes. Donc, les étudiants, quand ils font tout ça, ensuite, quand ils le font en réel, ils ont un œil beaucoup plus aiguisé par rapport à ce qu'ils font. Ils comparent, on était comme ça dans la réalité virtuelle, c'est comme ça dans la réalité physique. Donc voilà, donc il y a un aspect aussi de comparaison qui les motive beaucoup. Et puis donc ensuite, ils vont passer au stade de la coulée. Donc ils vont changer leur équipement de protection, puisque c'est un peu plus chaud. Voilà. Et puis, donc, ils vont se déplacer donc, dans la partie fonderie basse pression. Donc, ils vont installer le moule. Voilà, ils installent le moule. Et là, ce qui leur plaît aussi, c'est qu'ils peuvent voir, un peu comme dans l'imprimante 3D, l'invisible. Donc, ils vont régler les paramètres de l'appareil de fonderie. Et puis, ils vont voir la coulée se passer en ouvrant le moule. Et ensuite, ils vont pouvoir regarder grâce à un métamodèle, en faisant varier les paramètres, donc les paramètres de température du moule de fonderie, comment va varier le champ de la fraction solidifiée. Donc ça leur permet de voir en temps réel et de mieux comprendre les phénomènes physiques. Et donc ça, ils apprécient également beaucoup. Voilà. Et le 3e niveau, c'est une immersion totalement dans l'ELF. Donc, c'est vraiment le décloisonnement de ces fameuses activités pédagogiques en créant des mises en situation. Donc là, la mise en situation, vous voyez, on donne un contexte. Donc, c'est le contexte de l'accessibilité dans le sport. Donc, ça fait écho, évidemment, aux Jeux Olympiques. Et on dit aux étudiants, vous êtes ingénieurs et vous devez donc concevoir et réaliser un dispositif pour permettre aux étudiants en situation de handicap de pratiquer le snowboard, donc à partir d'une prothèse de genou innovante. Et cette étude, cette mise en situation, on l'a créée avec la société Proteor, qui est mécène des ELF. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par les immerger dans la chaîne de conception. Donc, ils partent de zéro. Ils doivent établir le cahier des charges. Puis ensuite, si vous allez de la gauche vers la droite, ils vont concevoir certaines pièces de la prothèse, pas toutes. Ils vont dimensionner et puis ils vont pouvoir faire les premiers prototypes. Ils vont vérifier que la géométrie est bonne. Et une fois qu'ils sont contents, ils passent à l'étape de la production. Donc, on va les immerger dans la chaîne de production. Et ce qui est un point fort de l'école, c'est que non seulement on conçoit, mais on réalise. Mais ça, vous le connaissez bien. Et donc, ils vont réaliser les pièces. Ils vont aussi acheter les différents composants qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Et puis, ils vont ensuite assembler les différents composants pour faire leur prothèse. Et ce qui est assez remarquable dans cette mise en situation, c'est qu'ils ont aussi conçu le banc expérimental pour tester le dispositif et reproduire les mouvements du snowboard. Donc, c'est ce que vous avez en bas sur les petites images. Et donc, vous voyez, à la fin, il y a une personne qui est vraiment en situation de handicap et qui vient expérimenter le snowboard. Et il y a même eu des essais après, mais ça, c'était sans les étudiants sur les pistes de ski. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Clément qui pourra vous témoigner un peu du ressenti aujourd'hui des étudiants par rapport au programme ELF.
Salut à tous, dossier 160, Cayenne 222, Meuteux Carré, et donc porte-parole des PG aujourd'hui. Depuis près d'un an, on a une forte adhésion des PG au projet ELF, on le voit, avec une prise en main de ce projet. En effet, la rénovation des supports et des méthodes d'enseignement est plus que vitale pour redorer la valeur de notre diplôme, qui est à l'heure actuelle pas à son meilleur jour, on peut le voir. Et le projet ELF promet en ce sens. Cette rénovation est donc accueillie à bras ouverts par les PG dans tous nos Notabanks, avec une structuration, une organisation qui est mise en place depuis quelques temps maintenant, notamment avec des idents ELF qui vont accompagner au local ces projets. J'en profite donc pour vous remercier tous ici les archis pour ce soutien à ce projet, pour cette mobilisation, pour vos dons qui ont permis à ce projet de grandir et à ce projet qui, je l'espère, va pouvoir transformer notre pédagogie et nos Notabanks. Maintenant, je dois parler du coup du ressenti des PG sur ce projet. Donc, on voit certes l'apparition de plusieurs machines dans nos ateliers, etc. et parler beaucoup plus des ELF dans nos Notabanks. Pour autant, on a encore quelques doutes qui persistent et qui doivent être levés encore à ce jour. En effet, compte tenu de la rénovation de la maquette pédagogique qui est attendue pour l'accompagnement de ces ELF et pour le mettre vraiment en pratique, on a encore beaucoup de mal à en voir les effets dans notre pédagogie, dans nos cours, etc. Vous l'avez vu dans l'article 454 de l'AM Magazine, en tout cas j'espère que vous l'avez lu. La pertinence de notre formation repose énormément sur l'accessibilité aux machines, aux travaux pratiques dans nos TP et aussi dans notre vie à l'école, et pour le moment est très insuffisante. Et donc nous attendons avec impatience d'avoir de plus en plus accès à ces machines, aux machines ELF, aux jumeaux numériques, que l'on voit pour l'instant pas encore assez, et qui, je vous le rappelle, vous avez financé à hauteur de 75%. Nous attendons aussi quelques précisions sur ce projet d'usine-école à échelle 1 qui nous a été présenté et auquel on adhère à 100%, et pour l'instant qui nous demeure très flou. On a du mal à avoir des présentations claires et concrètes de quelles implémentations, quels projets vont être faits pour correspondre à ces projets globaux dans nos ateliers, et en quoi ça va rénover notre maquette pédagogique. Donc je vous remercie encore une fois pour votre soutien, cher Archie, sur ce projet-là, et vous invite à continuer à abonder dans le sens des ELF. Et maintenant, la balle est du côté de l'école pour pouvoir transformer l'essai et rénover notre maquette pédagogique comme c'est marqué sur cette diapositive. Merci. Alors, pour la suite, les objectifs 2025, donc si je fais le point 2, voilà ce que vous avez vu dans le cadre du campus de Paris, il faut qu'on arrive à le déployer à plus grande échelle pour créer ces fameuses mises en situation pour développer les compétences des étudiants. C'est un projet qui est vraiment un projet d'établissement, donc on a des groupes de travail intercampus qui échangent beaucoup sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles pratiques pédagogiques, et donc ils vont définir des plans d'action. Je vous l'ai dit, on veut que ça soit une usine-école innovante, et donc l'idée c'est de travailler aussi sur la mise en place régulière de nouveaux démonstrateurs issus des laboratoires de recherche et également de nos partenaires industriels. Je reviendrai sur le dernier point après. Sur le 4e objectif, on a aujourd'hui une centaine de personnes par an de nos personnels qui se forment, surtout sur le domaine de l'IoT, les technologies immersives, la fabrication additive et aujourd'hui évidemment l'intelligence artificielle. Et on a un grand programme de formation qui s'appelle CARE, qu'on a obtenu, c'est un programme aussi France 2030, et sur lequel donc, on est en train de former nos personnels, on a créé des modules, et à la rentrée 2025, on formera donc nos étudiants également.
La communication, donc la communication, c'est un peu comme le projet journée usine ouverte. Elle est à la fois en interne pour donner une dynamique, motiver, faire comprendre. Donc avec les étudiants, Clément l'a dit, hein, maintenant on a un ambassadeur ELF étudiant dans chaque campus. Donc il y a vraiment des liens qui se créent entre les enseignants du campus sur le projet ELF et l'étudiant. On va avoir un plan de communication commun, alumni, école, étudiants, qu'on va mettre en place avec Francis et les différents acteurs au mois de juin. On va commencer à travailler là-dessus. Et bien sûr, il faut trouver un modèle économique, puisque les ELF, c'est un programme sur 5 ans, ça doit accélérer les choses. Aujourd'hui, les investissements, ils avancent bien, mais on est dans le marché public, hein, donc ça prend toujours un petit peu de temps. Clément l'a dit, pour l'instant, c'est vrai, il ne voit pas forcément de manière générale encore l'impact des ELF. Ça prendra plus de temps, il faut aussi l'accepter, mais on est dans une bonne dynamique. Et pour poursuivre les investissements, il faut aussi poursuivre la recherche de financement. Donc, évidemment, l'école compte sur les fonds des alumni. Alors, ce n'est pas 75%, c'est 25% qui participent. Donc, les 25% du mécénat aident à lever les 75% des pouvoirs publics. Et donc, on a fait un bilan de campagne avec Alain Charmeau, hein, qui est le directeur de la campagne. J'espère que vous l'avez lu. Vous aurez aussi d'autres exemples concrets voilà, qui illustrent les projets qui arrivent. Ça se concrétise, ça se réalise. Et je voulais voilà, terminer, parce que Alain m'en voudrait si je ne parle pas de financement concrètement. Donc voilà, les financements, ils sont importants. N'oubliez pas qu'il y a des réductions fiscales. Et donc, si... Alors, oui, c'est pas la bonne planche. Mais si vous donnez 100 € par an, finalement, ça vous revient à 34 € après déduction fiscale. Voilà. Donc, on avait un objectif de 1,5 million en 1,2 million en 2024 côté des alumni, des anciens élèves. Et grâce à la mobilisation de beaucoup d'entre vous, on a eu 1,5 million. Et l'objectif l'année prochaine, c'est 1,7 million. Donc c'est un peu plus élevé. Et côté mécénat entreprise, on avait un objectif de 400 000 qui a été rempli également en 2024, mais qui sera de 1,7 million pour 2025. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Francis pour le mot de la fin. Alors, merci Véronique. Je pense qu'il est important qu'on vous montre par l'exemple ce qu'on fait de ce que sont concrètement les ELF. Pour beaucoup, je pense que, et c'est compréhensible, l'usine 4.0, ça ne parle pas beaucoup. Là. Vous avez vu concrètement, on parle de data, on parle d'IA maintenant, on parle de rénovation de machines, oui, mais pas que. Parce que pour faire de la data, il faut collecter les machines, mais il faut les moderniser. Donc il y a aussi une part de rénovation au passage. L'impact sur la pédagogie, c'est vrai, les étudiants, on ne voit pas encore, parce que ça n'a jamais que 2 ans. Donc il y a quand même un effet d'inertie pour faire évoluer la maquette. Ça, on l'entend bien. Mais je pense que moi, je mise beaucoup sur l'impact et je vais poursuivre là-dessus. Ben voilà. Le premier message, c'est que l'ELF, c'est vraiment un projet fédérateur. École, étudiants, alumni, qui doit vraiment incarner et matérialiser le positionnement de l'école en tant que leader des industries responsables. C'est par l'exemple qu'on reflètera finalement ce qui se fait de différent aux arts et métiers par rapport à d'autres écoles. Et ça jouera sur l'attractivité, je vais y revenir. Comme ça a été dit, l'ELF, c'est vraiment mettre en situation nos étudiants pour qu'ils touchent à l'état de l'art du 4.0 et 5.0 pour l'aspect responsabilité sociale et environnementale, avec tout le soutien des archis et des PG. Donc les PG, même s'ils sont encore sur leur fin, ils restent, vous l'avez compris, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, en soutien. Ils vont même eux-mêmes faire une petite opération de promotion. On va leur demander de faire des vidéos sur ce qui se fait de bien dans leur campus. Et j'appelle à des jeunes de devenir des youtubeurs, des influenceurs. C'est un peu ce que j'espère faire pour utiliser des nouveaux canaux de communication.
Troisième point, n'oublions pas que une plateforme ELF, c'est d'abord pour les étudiants, hein, c'est pas pour la Strasse, hein, c'est des moyens pour les étudiants, pour que la formation soit à l'état de l'art, mais c'est aussi une capacité à développer l'activité de recherche partenariale avec les entreprises. Parce que ces moyens-là, dans le temps, il va falloir les faire évoluer, les maintenir. Ça a un coût, ça doit vivre dans le temps. Et donc, c'est un élément important d'attractivité aussi pour les entreprises. Quand on parle de financement, il y a le financement apporté par les alumni, il y a aussi le financement par les entreprises. Hein, et ça crée des liens. La recherche permet de tisser des liens pour aller chercher des soutiens. Quand on dit aux anciens de cotiser, ça peut être de leur poche, tout ce qu'ils peuvent finalement, mais c'est aussi beaucoup pour ceux qui sont en activité d'aller flécher des projets de recherche partenariale de leur entreprise vers ces plateformes. Ça amène des projets, ça alimente les plateformes avec des problématiques à l'état de l'art. Nos enseignants-chercheurs ont de la matière et ça leur permet aussi de parler de choses, de vérité, de choses vraies de l'entreprise. Donc les situations dites authentiques. Et enfin, on parlait de plans de communication. Moi, je pousse beaucoup pour qu'on fasse de la com. Hein. Je me suis un peu inspiré des journées usines ouvertes. Ça a l'air de bien marcher. Parce qu'il faut en faire un facteur d'attractivité. J'entends beaucoup de critiques sur le classement. C'était mieux avant. L'école était... etc. Les temps ont changé. Il y a 180 écoles. On a un vivier de recrutement qui se rétrécit. Hein. Il faut se battre pour avoir les meilleurs. Ça, c'est un combat qu'on a tous. Eh bien, je pense que les ELF, c'est l'opportunité de faire en sorte que l'école se présente différemment par rapport à tous ces jeunes qui ont un choix à faire. Le classement, oui, il faut se battre pour être le meilleur, mais c'est surtout l'attractivité sur laquelle il faut travailler. Donc là, leader des industries responsables, oui, on l'incarne au travers de nos plateformes, mais on doit communiquer, mettre le paquet sur la communication. Et je terminerai en disant qu'un élément important, c'est que les étudiants doivent s'y retrouver. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, il y a quand même une petite déception par rapport à la formation. Donc là, ils ont d'autres aspirations. Il faut revoir la pédagogie. Donc c'est le moyen de retravailler la pédagogie. Et je terminerai sur un mot. Il faut que les étudiants deviennent fiers de leur formation. Fiers d'être Gazarm, il faut d'abord être fier de sa formation. Et ça, les ELF, à mon avis, devraient y contribuer. Enfin, en tout cas, on mise là-dessus. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux orateurs? Vas-y Arnaud. Alors, comme tu n'étais pas là au début, puisque tu étais gêné avec ton avion, prénom, nom, promo. Et vas-y. Arnaud Legal, INAC 163 en G212, vous m'avez vu tout à l'heure. J'ai une petite question sur les ELF, puisque mon expérience personnelle me montre que les investissements les plus chers ne sont pas forcément toujours ceux qui marchent le mieux. Et on se met beaucoup sur l'industrie 4.0, et en fin de compte, l'industrie 4.0, on se rend compte que pour que ça marche, il faut déjà que le 1.0 marche très très bien. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'usines que je visite. J'ai la chance d'être dans une formation actuellement qui est très très bonne, de l'Institut Lean France, sur le Lean Manufacturing. Et le Lean Manufacturing, on l'a appliqué dans notre usine, et avec quasiment pas d'investissement, et de la low-tech de chez low-tech, on a réussi à faire 35% d'appareils en plus en un an, en utilisant 30% d'espace en moins. Et en fait, pour moi, c'est une partie essentielle de l'apprentissage qui doit être transmise ici, parce que la plupart de nos camarades, quand on sort de l'école, on a un léger vernis sur le Lean, mais c'est vraiment un très léger vernis. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'impact sans forcément dépenser beaucoup. Est-ce que vous comptez l'intégrer dans les ELF? Parce que je ne l'ai pas vu beaucoup dans la présentation. Alors, tu prêches un convaincu. Moi, j'étais directeur usine 4.0 chez Safran, donc je connais bien le sujet. Mon principal travail, c'était dans un environnement d'atelier ou un secteur, c'est d'abord mettre au propre, faire du Lean. Avant de mettre du digital, on applique les bons basiques du Lean. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il y a quand même des cours aux arts où on apprend quand même quelques fondamentaux sur le Lean. Ouais, peut-être pas assez, c'est vrai. Et après, j'ai appris le Lean 4.0. C'est-à-dire,
C'est dans un contexte donné, et je pense que là-dessus, je pousse l'école à instaurer une logique de réflexion, on ne fait pas de la techno pour de la techno, c'est-à-dire dans un contexte donné, on a un problème de performance, et ça, comme l'avantage des Gazards, c'est qu'ils comprennent les process. Quand on se balade dans un atelier, quand on est Gazard, moi je sens tout de suite ce qui va pas, et on commence à parler digital, et on met, je dirais, on fait des choix de technologies qui répondent à des améliorations de performance, et pas n'importe lesquelles. Et ça, je pense qu'il faut apprendre à nos jeunes cette logique-là. Moi, je la connais bien, je l'ai pratiquée pendant 5 ans, et moi, je travaille avec les enseignants, je suis prêt à discuter avec eux sur... On travaille avec l'école. Notre rôle, c'est pas en tant qu'ancien, de pas s'immiscer dans la pédagogie. On l'a fait dans le passé, ça nous a été reproché, mais on a le droit de dire ce qu'on attend comme compétence de la part des Gazards, que ce soit en compétence technique ou en compétence leadership d'ailleurs. Et je pense que ça en fait partie. Donc ça me donne une idée. On va aller un peu plus loin sur la question. Si je peux répondre aussi d'un point de vue très concret, oui, bien sûr, il y a des réflexions sur le Lean. Dans le thème production agile, on a plusieurs projets. Il y a d'ailleurs le campus de Cluny qui va lancer une opération mécénat voilà, à tout le monde pour développer son plateau Lean. Et puis, on a un groupe de travail aussi là-dessus, intercampus, vraiment pour réfléchir à tous ces sujets d'un point de vue pédagogique aussi. C'est vrai que ce n'est pas le cœur aujourd'hui, la majorité des enseignants, c'est en fait une compétence qui existe à l'école, mais qui existe de manière très isolée dans chaque campus. Donc on a besoin de créer des liens. Et par rapport aux approches low-tech, en fait, notre objectif, j'en ai pas parlé ici, mais c'est vraiment que les étudiants puissent expérimenter la technodiversité. Donc ça va dépendre de ce qu'ils font. Parfois, effectivement, il faut des choses très automatisées, très robotisées pour gagner de la compétitivité, de l'agilité. Et parfois, il n'y a pas besoin, c'est du juste nécessaire. Et on est vraiment dans cet objectif-là. Un sujet que vous n'avez pas évoqué, mais c'est l'IA. L'IA, on en parle partout, il n'y a plus que ça. Je pense qu'il faut que nos étudiants, on les forme sur le bon usage de l'IA. C'est-à-dire, à quoi ça sert? C'est comme n'importe quelle technologie, c'est d'abord de la data, ce qu'on a vu. Et après, l'IA, c'est jamais qu'un outil parmi d'autres. Il ne faut pas qu'on fasse des ingénieurs qui deviennent idiots et qui n'aient pas de recul par rapport à ce que produit l'IA. Donc ça aussi, il faut qu'on soit vigilant pour être sûr que les ingénieurs qui vont arriver dans l'industrie, ils connaissent l'IA, mais qu'ils sachent bien l'utiliser. Jean-Luc Laurent, X74. Une question. En fait, vis-à-vis des dons, il faut qu'on arrive à convaincre beaucoup d'archis qui sont encore très froids. Et pour cela, c'est ma proposition, on a besoin d'une vision moyen terme de création de la ligne cible que vous nous montrez. Parce qu'on a plutôt l'impression que les investissements ou les sortent du chapeau, on n'en voit pas très bien la finalité. Et donc, on aimerait bien que sur un plan qui irait jusqu'à 2027, vous disiez, en telle année, dans Delta Vines, on va créer tel moyen, enfin, on va accueillir tel moyen pour boucher telle case, et avoir également un plan moyen terme des actions pédagogiques ou des déclinaisons pédagogiques de l'investissement en question. Tout ça, c'est pour montrer à des ingénieurs qui ont passé leur vie dans des usines qu'il y a la même vision au niveau de la direction ENSAM et qu'on ne sort pas les choses du chapeau. Il manque une planche qu'on n'a pas vue, mais tu veux te commenter? C'est pas la dernière version, donc effectivement, mais en fait, pour chaque thème, fabrication robotisée, fabrication connectée, voilà, qui donne quand même nos objectifs, on a un plan pluriannuel d'investissement qu'on a pour l'instant couvert entre 2022 et 2026, et on suit ce plan. Et là, je ne peux pas vous montrer, mais tout ce qu'on avait prévu en 2024, on est en cours d'achat et de réalisation. Et c'est pareil pour 2025. À ce plan initial se rajoutent des projets au fil de l'eau, et c'est normal, puisque l'objectif, c'est que des enseignants-chercheurs qui n'étaient pas encore embarqués dans l'aventure ELEF y aillent, ils ont des nouvelles idées. Voilà. Mais bien sûr qu'on a un plan d'investissement qu'on suit. Après, pour l'aspect pédagogique, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps de créer ces mises en situation, mais on sait bien où on va, où on veut aller. Donc sur l'approche par compétences, les acquis d'apprentissage, voilà, on a quand même une vision assez claire qui est complexe à expliquer, mais c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à communiquer dessus. Mais alors, nous allons prendre encore 2 questions.
petit complément, Oui. j'ai eu l'occasion de parler de la communication. La communication est essentielle. Il faut toucher les gazards plus fond des territoires dans un langage compréhensible. Donc vous allez voir sortir dans les mois qui viennent des communications, j'espère, ciblées, que ce soit grand public, mais aussi des choses plus ciblées pour la communauté, plus détaillées, sur des sujets qui vous intéressent. Attractivité et classement, c'est le premier qui va sortir, de façon compréhensible. Les plans ELF, on en a parlé. Et il y a d'autres sujets sur lesquels on va communiquer régulièrement. On a un fort besoin de communication dans un langage à la portée de tout le monde. Ça, peut-être pas, et on compte sur tous les relais en région, les carrés, les DR, les groupes territoriaux. On va leur mettre à disposition des outils pour qu'ils communiquent et qu'on comprenne tous ce qu'est l'école aujourd'hui, sa réalité et ce qu'on y fait, et le travail qu'on fait d'ailleurs avec l'école. Et j'en profite pour souligner le travail de fond qu'on mène avec l'équipe de la direction générale. Véronique en fait partie. On a vraiment un plan de travail ensemble sur certains sujets. Et puis, j'allais dire, c'est vrai que c'est un sujet qui a un programme qui a plein de facettes. Donc, j'ai oublié d'en parler. Donc, le 20 novembre, ça sera notre 3e édition de la soirée ELF pour aller voir les avancements concrets. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller voir. C'est exactement comme ce que disait Aurélien, rentrer dans les usines. Venez le 20 novembre et vous aurez donc, vous verrez concrètement comment on avance sur le projet. Très rapidement, on a un indicateur qui est très concret, qui montre qu'aujourd'hui, je crois que c'est 37 projets qui sont lancés, validés, etc., etc. 37 projets. Est-ce qu'on pourrait avoir le même chiffre sur quels sont les projets qui sont aujourd'hui entre les mains des PG pour faire des manips, des TP et tout? Ça va convaincre les archis que le projet ELF, c'est pour les élèves. Et là, je pense qu'on va avoir un vrai démarrage des dons. Moi, je voulais juste on va donner des chiffres là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste intervenir pour compléter ce que dit Sidney. Alors, moi, je rencontre encore beaucoup trop d'archis qui me disent ELF, c'est quoi? Donc, il faut, et vous n'aurez pas le temps dans vos EGT, dans vos promos, de passer tous ces slides. Ça fait 3 ans qu'on en parle, qu'on a eu des présentations. Si vous commencez à leur parler de 4.0, 5.0, moi en AG, j'ai des gens qui sont venus voir, même des JP, qui m'ont dit, moi, ma boîte, elle est peut-être 3.0, j'en sais rien. Donc c'est pas avec le 4.0, 5.0 que tu vas me motiver pour donner. Pour donner, pour que les archis donnent, il faut leur dire, c'est pour nos élèves, c'est pour nos jeunes camarades, c'est pour qu'ils puissent être mieux armés pour le futur. Puis Véronique, une dernière remarque, quand tu demandes à un archi, mettez 100 €, ça vous en coûtera 30, non. Mettez 1000 €, ça vous en coûtera 300. Ça marche mieux. Ouais, mais faut pas des chiffres trop gros, sinon ça fait peur. Il n'y a pas de petits dons. C'est ça le message. Bien sûr, on préfère les gros, mais tout le monde peut contribuer. Je vous remercie pour votre belle intervention et je